Bonjour. Alors j'invite ceux qui sont derrière de venir aussi, puisque ça concerne tout le monde. Écoutez, bienvenue pour cette première édition du One to One Be Better. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sonia Mamin, je suis directrice des One to One. On a déjà 2 One to One que la plupart d'entre vous connaissez, le One to One Retail e-commerce à Monaco, expérience client à Biarritz, et le tout nouveau bébé Be Better. Notre constat, c'est que depuis 15 ans, on fédère une communauté, non des moindres. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement faire matcher les besoins et la roadmap finalement des annonceurs, des marques, avec les innovations qui sont présentes sur l'événement. Et donc, on a vu émerger et accélérer finalement une demande sur tout ce qui était justement économie positive. Ce qu'on a voulu faire pour cet événement, vous le savez, c'est de rassembler et d'avoir un événement autour des innovations pour un business durable et responsable. Le marché a besoin de clarté pour choisir les bonnes solutions et il a besoin également de déployer vite et bien. Et donc, pas question de mettre la transition écologique de côté. Notre savoir-faire, c'est une formule souvent copiée mais jamais égalée. Ce qu'on sait faire, c'est de mettre en relation les personnes ensemble. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité pour vous, tout à chacun, même si vous ne connaissez pas ou vous ne savez pas comment appréhender le sujet, c'est vraiment l'opportunité d'aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs innovants qui ont été aussi sélectionnés pour être présents sur l'événement et de vous accompagner justement sur votre feuille de route, qu'elle soit déjà mise en place ou qu'elle arrive demain. Le One-to-One Be Better, c'est donc le rendez-vous. On a aujourd'hui 32 partenaires qui sont présents, 25 startups, 7 entreprises qui ont toutes été... c'est pas à moi d'appuyer. Donc on a 32 partenaires qui, en tout cas, se sont classés sur les sujets d'actualité, que sont la transition, le transport et la livraison, les enjeux CSRD, le marketing responsable, la circularité, l'information client, la gestion des points de vente, le conseil, les plateformes d'engagement. Donc c'est vraiment des sujets divers et variés sur lesquels je vous invite à rencontrer l'ensemble des personnes. Comme toujours, le one-to-one ne se fait pas sans comité éditorial. On a un comité donc, que l'on a construit avec des personnalités que pour certains d'entre vous, vous connaissez, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, on a eu le plaisir d'échanger avec eux pour bâtir en fait l'organisation. L'idée, c'est que les enjeux RSE ou les enjeux de business responsable, c'est les enjeux de toute entreprise, quel que soit le secteur. Donc c'est la raison pour laquelle, parmi le comité, vous avez aussi bien des associations que du média, mais aussi du retail, tous avec ces fameux enjeux RSE qui vont être présents, qu'ils ont dans leurs organisations. De la même manière, sans médias, ça ne marche pas non plus. Donc on a le plaisir en fait d'avoir un certain nombre de partenaires médias ici présents. Donc pour vous, partenaires, vous avez l'espace presse qui est au fond de la salle et sur lequel vous pouvez aller consulter et être en contact avec Maëlle, qui est en charge des journalistes, et également les journalistes présents ici auront l'opportunité de vous rencontrer sur les différents stands. Alors, on est hyper fiers. On a faire un événement sur tout ce qui est business durable et responsable. Il faut bien entendu qu'on se l'approprie nous-mêmes en termes d'organisation et de la façon dont on met en marche et on scénarise en fait l'ensemble de cette journée. Et on s'est projeté dans une ambition qui était zéro déchet, bas carbone et impact social positif. Ce sont les critères qui sont essentiels en fait pour le label LEED, qui est le label dans l'événementiel. Et on vient de remporter la médaille d'or. On est un des premiers événements à obtenir cette labellisation
qui est forte d'engagement. Pour vous donner quelques exemples, vous le voyez, on n'a pas de stand construit, on n'a pas de kakémono, on n'a pas de print. Donc, toutes les informations sont scannables par le QR code. Et vous allez voir, on va faire, en tout cas pour moi, c'est une première, des repas 100% végétariens. Je vous assure, c'est bon, mais c'est une grande première quand même. Alors, votre journée, elle va être orchestrée sur plusieurs moments. Le premier, donc des conférences, avec la conférence d'ouverture ici, je vais y revenir dans deux petits instants. Il va y avoir des ateliers, il va y avoir le pitch des startups. Tout va se faire ici sur scène. Et pendant la journée, pendant qu'il y a des rendez-vous qui auront lieu, vous serez en mode silence ici, avec des casques audio pour ne pas perturber les discussions qui ont lieu juste derrière. On vous invite à télécharger l'application mobile immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi le moyen de pouvoir scanner le QR code que vous avez ici sur vos badges et de pouvoir récupérer les informations à la fin de cette journée, donc dès demain. Et ça, c'est aussi entre pairs. Donc, si vous rencontrez un directeur RSE d'une autre boîte, vous pouvez scanner et vous pouvez vous retrouver par la suite. Donc, c'est important de le faire. Les conférences donc, se déroulent toutes ici. Pour le déjeuner, ça sera de l'autre côté. Et on a de la chance, il fait beau, on va pouvoir déjeuner dehors. Donc, on va pouvoir en profiter. Et ce soir, on aura une garden party juste là, de l'autre côté, pour pouvoir en profiter. Comme on est éco-responsable et qu'on fait bien les choses, ce petit cordon de badge, vous pouvez le planter chez vous après pour avoir des jolies fleurs. Si vous en avez besoin d'autres, on a encore un peu en stock, mais ça peut faire des géraniums. Je ne sais pas trop encore quelles sont les fleurs, mais bon. Je vais laisser maintenant la parole. Donc, on a le plaisir d'accueillir Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar et de Captain Cause. Frédéric a accepté de répondre aux questions de Charlotte Bricard et de partager ses secrets pour être rentable et responsable. Donc, on a hâte de t'écouter. Puis Dominique Royer du cabinet ISOP sera sur scène avec Jules Pigassou, fondateur de Sustainsoft, et Maëlle Lemoyle, adhérent Leclerc et responsable du développement durable chez Leclerc, et qui vont décortiquer pour vous les enjeux CSRD comme une feuille de route à l'usage des organisations. Donc, c'est vraiment de se dire qui prend le sujet, comment on y va, et que vous soyez opérationnel le plus vite possible. Donc, je laisse la parole à Charlotte et Frédéric. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Charlotte. Alors, je suis journaliste, je suis ravie d'être avec vous ce matin. On a un titre pour notre conversation pour nous aider justement à orienter un petit peu ce débat. Ce titre, c'est Be Better, oui, mais comment? Et en fait, ma première question, Frédéric, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on met derrière Be Better? Est-ce qu'on se dit que c'est Be différent? Est-ce que c'est Be intransigeant, Be utopiste, Be toute autre chose? Moi, je dirais que c'est Be pragmatic. Parce que... Avec l'accent. Ouais, je sais pas, c'est en anglais, donc du coup, je l'ai fait en anglais. Non, être pragmatique, pourquoi? Parce qu'on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que si on est, alors si on continue dans les mots anglais, si on est dreamer, c'est-à-dire si on est rêveur, on risque de ne pas poser quelque chose qui fonctionne. Si on est matérialiste, on va poser quelque chose de possiblement inintéressant. Et donc, pour construire quelque chose qui fonctionne, il faut avoir une vision, une idée et réussir à la mettre en forme pour qu'elle soit compatible avec le monde dans lequel on vit. Voilà. Et donc, c'est les tensions face auxquelles on est tous exposés. Et c'est ça qui rend la chose très difficile, parce qu'on a tous envie de faire bien, on a tous des contraintes, et le but, c'est de trouver un chemin au milieu qui soit à la fois une source d'amélioration et compatible avec le monde qui nous entoure, pour ne pas que ça se termine en une bonne idée qui ne marche pas. Ok, voilà. Be pragmatique, donc merci beaucoup pour
Cette première réponse, Frédéric, vous êtes connu parce que vous êtes un entrepreneur innovant, un ingénieur créatif, un investisseur multi-récidiviste. Vous êtes aussi une personnalité médiatique devenue incontournable, notamment parce que, au commencement presque, vous avez lancé une plateforme très connue des usagers de la route qui s'appelait covoiturage.fr en 2006, qui est devenue Blablacar en 2011. Aujourd'hui, c'est plus de l'intégralité des émissions de CO2 d'une ville comme Paris évitées, soit plus d'1,6 million de tonnes. Alors, les nouveaux calculs 2023, c'est 2 millions de tonnes de CO2 évitées grâce à Blablacar. Ouais, c'était 1,6 en 2022, c'est 2 millions en 2023. Update. Merci beaucoup. C'est donc un bilan qui est colossal. Au départ, ce n'était pas forcément l'idée de base, parce que l'idée, c'était aussi de résoudre une espèce d'absurdité qui était le nombre de places vacantes dans les voitures qui sillonnaient les routes de France. À quel moment est-ce que justement les vertus environnementales et peut-être même sociales, puisque c'est aussi créateur de liens, c'est ce que vous revendiquez beaucoup sur la plateforme, ont pris le pas ou en tout cas commencé à exister aussi fort que le reste? Disons que dans la motivation pour construire ce projet-là, ça a toujours été présent. C'est-à-dire que moi, je suis vendéen, j'ai grandi en pleine campagne, et je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, c'est forcément lié à mon éducation. J'ai horreur du gâchis, j'ai horreur des choses qui sont gaspillées. Et quand on voit toutes les voitures vides, c'est-à-dire les voitures avec une personne à bord, seulement le conducteur, c'est un gâchis colossal. Alors, je peux même vous donner des chiffres sur ce gâchis-là. Malheureusement, vous savez que 96% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer une voiture avec son conducteur, à bord seulement, et pas d'autres passagers, l'est pour déplacer la voiture. C'est-à-dire la tôle et faire de l'effet Joule. Il n'y a que 4% de l'énergie dans une voiture qui se déplace avec un conducteur à bord qui l'est pour déplacer le corps humain. Voilà. Et quand on sait que toute cette énergie-là, en grande partie encore aujourd'hui, est d'origine fossile, on se dit 96% du pétrole qu'on extrait et qu'on remet dans l'atmosphère ne sert pas à grand-chose à part à déplacer de la tôle. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire un grand dessin pour comprendre qu'on peut s'améliorer. Je passe sur le fait que les voitures passent 96% de leur vie arrêtées, 0,5% de leur vie dans les bouchons, 0,7% de leur vie à chercher une place de parking pour se garer, et qu'il reste que 2,8% de leur vie où effectivement elles vont d'un point A à un point B, et quand elles roulent, on les utilise qu'à un quart de leur capacité. On vous interrogera sur les chiffres. Voilà, sur les chiffres après. Non, parce qu'après, ça se traduit en plus en termes économiques, ça. Ouais. Je peux continuer avec les chiffres sur le terme économique, parce qu'une voiture, ça coûte 6 000 € à l'entretien à l'année, quand on compte tout, c'est-à-dire dépréciation du véhicule, essence, assurance, parking, réparation, voilà, tout ce qui va avec, et péage, je crois que je l'ai dit. Et donc, si vous faites le calcul, 38 millions de véhicules en France, fois 6 000 €, c'est plus de 200 milliards. C'est-à-dire qu'on avoisine les 10% du PIB. Pour une utilisation de un quart de 2,8% de sa puissance en gaspillant 96% de l'énergie. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi les chiffres, vous voyez l'ampleur. Non mais c'est fou, parce que là, je vous donne juste à l'échelle de la France, ça fait 200 milliards, mais à l'échelle du monde, c'est 5 000 milliards. Enfin, c'est fou, quoi. C'est le coût de l'entretien du parc automobile mondial. Donc j'imagine que vous avez tous l'habitude de manier les chiffres en millions et en milliards, mais là, 5 000 milliards, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et tout ça, en plus, avec un taux d'utilisation dérisoire. Donc nous, on arrive avec une plateforme d'optimisation sur cet immense gâchis d'énergie et donc gâchis de pollution qui va avec, et avec une solution digitale qui optimise le monde physique. Pourquoi ? Parce qu'on met en relation les personnes et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre qu'il vaut mieux mettre 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne. Et pourtant, alors justement, pour répondre à la question, même si c'est quelque chose qui nous a toujours motivés depuis le début sur le projet au lancement, quand on a communiqué, moi je me souviens, j'avais fait quelques articles comme ça pour essayer de sensibiliser au problème. Et notamment, j'avais commencé par comprendre, à l'époque, les voitures émettaient 125 grammes de CO2 par kilomètre en moyenne. Maintenant, c'est moins. Heureusement, on va dans le bon sens quand même. On doit être à 105, 110, peut-être même parfois un peu moins, 100 grammes par kilomètre. Mais en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Et en fait, 125 grammes de CO2, je me souviens, j'avais fait un article
en expliquant que par kilomètre, 125 grammes de CO2, c'est l'équivalent exactement d'un pot de yaourt. Donc je faisais un pot de yaourt en carbone, voilà, c'est donc ça par kilomètre. Donc quand vous faites 500 km, c'est 500 pots de yaourt en fait, de carbone qu'on a mis dans l'atmosphère. En fait, ça fait beaucoup. Et après, en volume, 125 grammes de CO2, ça représente l'équivalent d'un corps humain, à peu près. Donc j'avais fait un article comme ça en disant quand vous faites 500 km, imaginez qu'il y a 500 bonhommes en carbone qui vous suivent sur l'autoroute. En fait, quand on communiquait sur les sujets écologiques, à l'époque, très vite, on avait des retours, enfin c'est toujours le cas, mais maintenant il faut être beaucoup plus étayé évidemment, des retours du genre greenwashing, quoi. Et pourtant, encore une fois, on parle de covoiturage, c'est quand même à peu près évident qu'il y a une économie d'énergie et qu'il y a moins de pollution. Enfin, c'est pas comme si il fallait chercher très longtemps la source d'économie d'énergie. Enfin, elle est évidente. Et donc, on est revenu en 2017 ou 2018 avec une étude justement pour chiffrer cet impact-là. Et c'est là qu'on a commencé à chiffrer et démontrer que la diminution de pollution liée à Blablacar, en comparant un monde avec Blablacar et un monde sans Blablacar, en faisant tous les calculs. C'est-à-dire qu'on a pris un cabinet externe qui calculait tous les reports modaux. Alors les reports modaux, c'est qu'auraient fait les gens s'ils n'avaient pas fait du covoiturage. C'est-à-dire que voilà, il y en a certains qui, beaucoup qui auraient voyagé quand même. Il y en a certains qui seraient restés chez eux. Il y en a d'autres qui auraient pris un autre moyen de transport. Enfin voilà, on calcule toutes les alternatives, on calcule la différence entre un monde avec Blablacar et un monde sans Blablacar. Et c'est là qu'on a commencé à sortir des chiffres en millions de tonnes. Et c'est là qu'on a commencé à vous entendre sur cet angle-là, en fait. Exactement, parce qu'avant, voilà, quand on en parlait, si on n'avait pas fait notre étude, alors là, c'était sur 85 millions de trajets, donc forcément, ça commence à être fiable en termes de statistiques, parce que passer 700, on est déjà dans des statistiques fiables, donc passer 85 millions, ça commence à être propre. Et donc voilà, on a pu en parler et être inattaquable sur le sujet. Alors le succès de cette entreprise, il ne s'est pas fait aussi simplement que ça. Vous avez raconté avoir mis à l'épreuve 6 modèles économiques au cours des dernières années. Quelle mémoire, quel souvenir vous gardez de ces années-là et qu'est-ce qui finalement a assuré la pérennité du projet? J'en garde un très bon souvenir, c'est très très marrant, c'est-à-dire que quand on développe un modèle économique et surtout qu'on a une petite équipe, on dit bon alors voilà, on va essayer ça. Et puis là, toute l'équipe se met à travailler pour développer un modèle économique. Puis au bout de 6, 9, 12 mois, on dit eh ben ça marche pas. Donc on va arrêter, puis on va faire autre chose. Et donc c'est vrai qu'on l'a fait 6 fois. Donc c'est très très marrant, mais il faut vraiment avoir une équipe soudée et accrochée au bateau, parce que c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bizarre. Alors le pire sur les modèles économiques, j'ai la chance du coup d'en avoir essayé 6. Donc j'en ai vu qui marchent pas du tout. J'en ai vu qui marchent, celui qu'on a aujourd'hui, et j'en ai vu qui marche moyen. Ça, c'est horrible. Un modèle économique qui marche moyen, c'est horrible parce qu'on a envie de le faire vivre, mais en même temps, il coûte presque autant que ce qu'il rapporte, et voire un peu plus. Donc, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Ça, on est un peu dans un marécage. On se dit, mais j'appuie ou j'appuie pas? Parce que en fait, c'est pas hyper efficace. Donc, ça, c'est vrai qu'en avoir fait 6, ça m'a permis de bien faire la distinction entre les business models qui marchouillent et ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Et qu'est-ce qui vous a aidé à justement ne pas vous arrêter à un business model qui marchait moyen et à trouver le bon? Alors ça, c'est au niveau personnel. Moi, j'étais persuadé, convaincu que ce truc-là, donc Blablacar, devait exister. C'est-à-dire que s'il n'existait pas, je pense que ça aurait cassé à peu près toutes les méthodes logiques que j'ai pu apprendre dans ma vie. Et puis j'ai fait pas mal d'études scientifiques, parce que j'ai fait maths sup, maths spé, normal sup en physique, j'ai fait Stanford en informatique. Donc j'avais quand même des réflexes de raisonnement logique. Et pour moi, toutes les pièces du puzzle Blablacar étaient là. Elles étaient réunies, ça devait marcher. Il fallait trouver absolument. Donc je ne me serais pas arrêté, je pense, que jusqu'à ce que ça marche. Ou que je sois mort. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. Bon, donc ça marche. Ça marche pas mal. A priori, aujourd'hui, c'est 100 millions de membres dans 21 pays, Blablacar. Comment est-ce qu'on gère le développement et les phases de croissance rapide d'une entreprise, justement, quand ça marche, quand ça décolle, tout en gardant le cap d'une trajectoire RSE exigeante? Bon, alors nous, on est maintenant ce qu'on appelle Impact by Design, sur Blablacar. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution est conçue pour aller optimiser, y compris évidemment au niveau environnemental,
une sous-efficience, voire un gâchis. Donc c'est vrai que c'est plus simple pour une société qui, dans l'œuf, est configurée de cette manière-là, de garder son cap. C'est-à-dire que on formule les bonnes valeurs. Le gros challenge, c'est de conserver l'équipe soudée autour de la mission et de s'assurer que tout le monde est motivé par cela plus que par autre chose. Donc ça c'est explicite. Effectivement, il y a tout un travail de construction de culture dans la société. Donc on a construit nos valeurs, nos principes, tous ensemble. Et c'est des choses qui sont maintenant parfaitement diffusées dans la société, y compris des valeurs comme Share More, Learn More. Alors c'est tout en anglais parce qu'il y a eu aussi ça comme challenge. Donc on est dans plus de 20 pays. Peut-être on n'a pas donné les chiffres, mais c'est 100 millions de personnes qui utilisent Blablacar dans le monde. 80% de notre activité est hors France. Parfois, les gens pensent que c'est plus en France qu'ailleurs. Bah non, en fait, 80% n'est pas en France. Les grands pays qui grandissent très très fort et qui font beaucoup de covoiturage actuellement, c'est plutôt le Brésil. On a l'Inde aussi qui pousse beaucoup. Donc voilà, c'est des très grandes masses. Mais surtout, ce qui va avec, c'est qu'on doit passer d'une boîte française à une boîte internationale. Aujourd'hui, il y a 55 nationalités dans les effectifs de Blablacar avec 800 personnes. Donc c'est une boîte véritablement très internationale. Donc on a tout passé en anglais. Donc ça, c'était un premier challenge qu'on a passé assez vite, j'ai envie de dire. Bon, quand on était 25-30, on a commencé à passer toutes nos communications en anglais parce qu'on a accueilli des Polonais, des Italiens, des Brésiliens et que voilà, il n'y avait pas d'autres langues communes. Et vous n'aviez pas de salon comme ça pour identifier forcément des prestats de green tech, de logistique qui étaient les bons? Non, mais cela dit, nous, comme dans l'œuf, ce qu'on construit économise à l'extérieur, on se dit que de toute manière, ce qu'il faut faire, c'est faire plus. Enfin, là, pour notre cas, faire plus, c'est sûr que c'est mieux. On a même calculé un ratio qui est que on a un impact moins 700. Alors, j'explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour 1 kg de CO2 consommé par l'intégralité des activités de Blablacar avec tous les serveurs, avec tous les employés, tous leurs déplacements, tout ce qu'ils mangent, tout ce qui sont chauffés l'hiver et refroidis l'été. Pour 1 kg de CO2 émis de cette manière-là, il y a 700 kg de CO2 économisés dans l'atmosphère grâce à l'activité. C'est le ratio. C'est-à-dire que comme on est sur du digital qui optimise le monde physique extérieur, et vous vous souvenez des masses du monde physique extérieur dont je vous ai parlé, évidemment, à peine on gratte, on optimise énormément. Donc on a cette chance-là de savoir que de toute manière, plus notre activité grandit, plus l'impact est gigantesque, quoi. Et par rapport à la croissance, justement, cette année, Nicolas Brisson, qui est le cofondateur et le CEO actuel, a annoncé que vous étiez entré dans une phase, que Blablacar était entré dans une phase de croissance profitable après avoir atteint la rentabilité il y a 24 mois. On a un peu le sentiment qu'il y a quelque chose de malaisant de parler de rentabilité, pour en revenir au départ, de profitabilité d'argent après avoir parlé d'impact et de responsabilité. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas du tout ? Non, je l'ai bien sûr, puisque je suis français comme vous tous, et que je pense que c'est un problème un petit peu français, c'est-à-dire qu'on a un problème avec l'argent. Mais alors j'ai envie de remonter, je vais dire deux choses. La première, c'est qu'il n'y a aucun problème quand on annonce qu'on lève 100 millions, 200 millions, et qu'au total, Blablacar a levé 600 millions. Mais par contre, attention, si après 18 ans d'activité, la société devient rentable, après avoir donc perdu de l'argent quand même pendant 18 ans, alors là, c'est un problème. Pourtant, il va bien falloir quand même qu'on rende un peu d'argent aux gens qui nous ont prêté 600 millions. Donc, il va quand même falloir que ça marche. Donc, c'est assez marrant effectivement comme appréhension. Et j'ai envie de revenir à la définition de l'argent selon Aristote. Alors, je vous rassure, c'est pas que je l'ai tout le temps en tête, c'est juste que je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Mais Aristote, il définit l'argent suivant 3 dimensions. Il dit, ça a 3 valeurs. La première, c'est une valeur de comptage, tout simplement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça vaut 50, et puis ça vaut, alors j'ose pas dire combien vaut le micro, je ne sais pas, 100, mettons. Ça vaut plus cher un micro qu'un AP, peut-être, un peu. Ça dépend des micros. Bref, et donc ça, c'est une valeur de comptage, où un verre d'eau vaut, je ne sais pas, 10, et puis une serviette vaut 2. Bon, ça, c'est juste comptage pour être capable ensuite,
arriver à la deuxième valeur, qui est la valeur de l'échange. Donc pouvoir échanger les objets. C'est-à-dire que si je vous donne un verre, c'est pas pareil que si je vous donne un canapé, que je vous donne un micro. Donc ça, c'est vraiment pour faire le troc, pour faire l'échange, pour faire le commerce. Donc c'est un peu la base des interactions entre les êtres humains. Donc jusque-là, il n'y a rien de répréhensible, j'ai envie de dire, ou de négatif dans l'approche. C'est juste on compte et puis on échange. Bon, ça sert à ça. Et après, il y a le troisième pilier, troisième valeur, qui est la thésaurisation. Et je pense que c'est ça, la dimension de l'argent, qui crée des crispations. C'est-à-dire que la thésaurisation, ça veut dire que si je mets 100 sur une table et que je reviens demain et qu'il y a 101, c'est ah, tiens, c'est marrant, comment ça se fait. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui crée de l'argent. Et c'est ça qui est vu bizarrement dans notre société parfois, et aussi parce que ça touche à la valeur travail. Alors là, le travail en France, c'est pareil, on a une relation complètement schizophrène avec le travail. On l'aime, mais en même temps, dans les médias, on passe notre temps à nous dire que on l'aime pas. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas, quand j'allume la télé, je vois que des gens qui aiment pas leur boulot. Alors que moi, j'adore le mien. Je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui aiment le leur. Bah oui, je pense qu'on aime tous notre boulot, mais c'est vrai que... Levez la main. C'est propre. Et non, mais voilà, c'est ça qui est un petit peu étonnant. Et après, ça revient à le rôle des médias aussi, de mettre en avant peut-être plus du signal que du bruit. Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais... Non, les médias font bien leur travail, Frédéric. Non, mais je n'ai pas dit qu'ils le faisaient mal. Je dis qu'il y a une tendance à aller chercher parfois du bruit plutôt que du signal, c'est-à-dire des choses sensationnelles mais qui ne représentent pas une tendance. Et donc, du coup, ensuite, à en faire une sorte de tendance, alors que ce n'est pas le cas. Putaclic. Attrape-clic, on va dire. Plus joli. Vous aimez travailler concrètement, vous n'avez pas arrêté depuis, vous avez plutôt accéléré beaucoup, vous avez élargi vos horizons, vous avez lancé notamment Captain Cause en 2022, après avoir fait pas mal d'autres choses, mais on ne va pas en faire la liste maintenant. La question que j'avais envie de vous poser à ce propos, parce que Captain Cause, en gros, c'est un pont entre les entreprises et les associations. Vous proposez aux entreprises de faire des gifts, ce qui est la contraction entre don et gift, pour venir soutenir des projets à impact, que ce soit environnemental, sur le plan de la santé, sur le plan social, en mettant à contribution tous les individus, qui soient collaborateurs ou autres. Vous avez raconté que c'est notamment face à l'ampleur des marches pour le climat que vous avez eu envie de vous engager encore un cran plus fort. Pourquoi ce projet en particulier ? Alors déjà, c'est parce que c'est la meilleure idée que j'ai pu concevoir. C'est ça. Après, il y a aussi, chacun fait ce qu'il trouve, ce qu'il peut. Donc oui, je pense que c'est une idée assez puissante qui permet de rassembler à la fois des moyens, les moyens des entreprises, des moyens humains, les associations qui font un travail formidable sur le terrain, mais qui manquent de moyens financiers, et puis de nous impliquer tous et de s'appuyer quelque part sur l'émotion et l'humain pour faire les bons choix pour demain. Parce que la manière avec laquelle fonctionne Captain Cause, c'est qu'une entreprise alloue un budget, elle laisse ce budget être alloué par ses clients ou ses collaborateurs, donc qui ont tous un petit cœur, parce qu'on en a tous un, et qui vont choisir des projets qui leur tiennent à cœur en envoyant cet argent-là vers des associations qui font un travail formidable. Et donc après, il y a tout un travail de suivi, de sélection de ces associations-là pour s'assurer qu'elles font exactement le travail qu'elles doivent faire. Et donc, pour revenir peut-être sur autre chose, parce que souvent on me demande, mais comment ça se fait que... Enfin, pourquoi, par exemple, Blablacar a fonctionné et pourquoi Captain Cause va fonctionner. Je pense qu'on est sur des changements sociétaux qu'il faut accompagner avec aussi une simplicité du concept. D'où l'importance, en tout cas pour aller impliquer des millions de personnes, des mots que l'on choisit. Donc, le mot Blablacar a beaucoup aidé le marketing du covoiturage parce que ça l'a rendu sympa, ça l'a rendu convivial. Plus que covoiturage.fr. Beaucoup plus, mais voilà, ça joue beaucoup. Après, il y a eu tout l'univers de marque qui a été créé autour. Avec Captain Cause, on fait la même chose en créant justement ce mot DIFT. Pourquoi il est important ce mot DIFT ? Parce qu'il n'y avait pas de mot en fait pour ce qui est un don qui va être attribuable, c'est-à-dire un cadeau. Ben non, parce que c'est pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire que là, si je vous donne un DIFT, c'est par exemple 10, 20, 50 € que vous allez pouvoir distribuer à un projet qui vous tient à cœur. Mais il n'y a pas de mot pour ça. Donc on a créé le mot DIFT, qui en plus a l'avantage d'être très court, très facile et un peu sympa, qui est don plus gift. Et donc non seulement on a un mot maintenant qui décrit ce que l'on fait, mais en plus il se conjugue, parce qu'on peut difter, on peut être un difteur, enfin voilà.
Donc ça, c'est très important aussi, et je pense qu'une des grandes lignes directrices qu'on peut conserver quand on a envie de développer des projets qui reposent sur des changements sociétaux, c'est qu'il faut justement donner envie au maximum à tout le monde de rentrer dans ce changement-là, et ça passe par un marketing adapté à notre époque, à notre contexte. Il ne faut pas hésiter à remoderniser des choses et à les adapter pour notre but, voilà, en étant extrêmement pragmatique pour boucler la boucle. C'est joli. Merci beaucoup Frédéric, on arrive au terme du temps qui nous était imparti. Peut-être une dernière question, vous co-présidez France Digital, vous êtes à la tête des pionniers, vous présentez cette émission sur BFM Business. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette scène entrepreneuriale française et la place que le Be-Better y occupe? C'est plutôt pas mal. On a compté chez France Digital 1142 startups à impact. Alors après, l'impact, c'est une notion qui a les contours un peu flous, mais enfin bon, on arrive quand même à déterminer l'objectif des différentes sociétés. C'est-à-dire que c'est 2 fois plus en 2023 que ce qu'on avait en 2021. Donc on voit qu'il y a une augmentation. Les startups ou même un peu scale-up dites à impact ont levé plus de 10 milliards d'euros sur les dernières années. Donc, il y a aussi une accélération de ce côté-là. C'est aussi la première source d'emplois nouveaux dans le domaine des startups, les startups à impact. Donc, tout ça, ça va exactement dans le bon sens. On a aussi un positionnement non seulement réel, mais aussi prometteur de la France sur ce sujet-là. Si on regarde bien, on a été capable de créer des sociétés qui, y compris dans le domaine consumer, ont et sont des leaders mondiaux. Je pense à des back market ou Too Good To Go, même si Too Good To Go c'est à moitié français mais à moitié pas français, ou Blablacar évidemment, mais qui sont des concepts basés sur des technologies qui ne sont pas des technologies de rupture, mais qui sont des technologies qui permettent de faire des choses bien, ce qui veut dire qu'on peut détourner quelque part ou utiliser en tout cas les outils existants pour faire des beaux projets avec le bon état d'esprit. Et je pense que ça, c'est un peu une signature française. On a des valeurs à défendre, nous, dans le monde de demain, y compris en exploitant les technologies auxquelles on a accès. Et on a des bons exemples. Et derrière, on a une grande volonté de l'écosystème entrepreneurial d'aller dans cette direction-là. Parce que de toute manière, quand on est entrepreneur, on a envie de changer le monde. Et normalement, on a envie de le changer pour aller vers quelque chose de meilleur. Et c'est ça qui nous motive. Et là, on voit qu'il y a des milliers d'entrepreneurs qui sont sur ce sujet-là. Et après, évidemment, on parle des entrepreneurs, mais il y a aussi toutes les personnes dans toutes les sociétés qui sont déjà plus établies, qui sont là pour manœuvrer, faire changer, faire évoluer les sociétés dans lesquelles ils sont. Et je pense que plus notre pays a un esprit innovant et entrepreneurial, plus ce sera également facile, c'est jamais facile, mais plus ce sera également faisable pour les grandes sociétés d'évoluer, parce que la société dans son ensemble accepte mieux les nouvelles manières de faire. Merci beaucoup Frédéric, je pense que la CSRD va aider également à faire pivoter le monde. Merci Frédéric Mazella, président fondateur de Blablacar et Captain Call. Je vais laisser la scène à Dominique Royer d'ISOP et à ses invités. Et pour Captain Cause, vous savez qu'on a justement notre stand. Un stand au bout du couloir. Un stand là-bas. On a déjà 250 entreprises engagées en 18 mois. Et donc voilà, bientôt quelques autres. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de venir nous écouter sur les sujets de CSRD. Alors, c'est pas un sujet simple, mais on va essayer de le simplifier au maximum et pour le rendre intéressant et attractif et stimulant. Voilà. Donc, moi, je suis Dominique Royer, donc fondatrice du cabinet ISOP. J'ai avec moi Jules Pigassou, qui, lui, est fondateur de SustainSoft. Donc, il nous en parlera plus longuement, mais il appuie sur justement ces sujets de CSRD. Et avec Maël Lemoyle, qui est à la fois référent RSE chez Leclerc et à la fois directeur d'un magasin à Granville. Voilà.
je vais simplement peut-être 2 mots sur qui on est, donc ISOP, pour que vous sachiez quelle légitimité on a à vous raconter tout ça. Alors, je sais pas, pardon. Donc, pourquoi ISOP? Parce que on est spécialisé en RSE. Donc, on adresse le scope global de la RSE. On a à la fois la partie expertise RSE que je représente ici, et puis après, on travaille beaucoup sur les sujets de communication. Alors, c'est les rapports RSE, etc. Mais c'est aussi beaucoup de programmes d'engagement interne, parce que notre conviction, et on va en reparler au sujet de la CSRD, c'est que rien ne se fera dans l'entreprise si c'est pas approprié par tous les collaborateurs. Ça, pour nous, c'est très important. Pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les sujets de RSE, à la fois en ONG, puisque j'étais en charge des partenariats économiques au WWF ou chez Max Havelaar, et puis à la fois en entreprise. Voilà. Donc ça, c'est pour ISOP. Après, sur la CSRD, je vous fais un petit... Alors, j'imagine que si vous êtes là, vous savez à peu près tout ce que c'est, mais du coup, je vais vous faire un petit brief très rapide. Qu'est-ce que c'est que la CSRD ? Non, pardon, avant, excusez-moi, je suis arrivée trop tard avec les slides et du coup, on a un problème de coordination. J'ai quand même voulu vous rappeler, il y a un sondage qui vient de sortir, la BVA, en février 2024, et ça me semble important qu'on se remette à l'esprit le sujet du consommateur, parce qu'en fait, le consommateur, pour lui, aujourd'hui, une entreprise responsable, un produit responsable, etc., c'est un critère de choix. Par contre, malheureusement, et on le voit à 63%, le consommateur, il doute de ce que dit l'entreprise. On a absolument besoin de rassurer ce consommateur. Je pense que vous êtes bien au courant, mais je trouve que c'est toujours intéressant de le savoir. On les a interrogés pour savoir est-ce que vous connaissez la CSRD. Ils sont 25% à la connaître. Ça me paraît beaucoup, à vrai dire. Et une fois qu'on leur explique ce que c'est, du coup, il y en a 54% qui disent que c'est bien. En fait, que c'est quelque chose de positif pour justement renforcer la confiance qu'on peut avoir dans les organisations. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que la CSRD? On peut y aller rapidement, encore une fois. La CSRD, c'est une directive européenne. Elle vient de sortir l'année dernière. C'est une obligation. Grosso modo, c'est une obligation de publier un rapport un rapport extra-financier, donc sur toutes vos responsabilités sociales et environnementales. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? C'est qu'on a un référentiel qui devient un référentiel standard, donc standard pour tout le monde, pour les investisseurs, pour les entreprises, les grandes, les petites, etc., même s'il est en cours d'adaptation pour les toutes petites entreprises. Il y a une vérification des informations obligatoire par un certificateur externe. En fait, cette obligation, elle touche beaucoup plus d'entreprises qu'avant. Avant, les Français avaient la DPEF notamment. Aujourd'hui, avec la CSRD, on touche 30 000 entreprises en plus, puisqu'elle touche les entreprises à partir de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires. Donc, on voit qu'on élargit largement le scope du reporting extra-financier. Et on a des informations sur toute la chaîne de valeur. Ça aussi, c'est une nouveauté, avec en amont une analyse de vos impacts et de vos risques. Il y a une constante toutefois, et je tiens à la souligner, c'est que ce soit l'ISO 26000, que ce soit les critères ESG, que ce soit Bicorp, que ce soit engagé RSE, enfin, quels que soient les référentiels, ils sont tous nés du même référentiel, y compris la CSRD, le référentiel GRI, Global Reporting Initiative, un référentiel international. Donc, dans tous ces référentiels, y compris la CSRD, donc, on retrouve les mêmes chapitres environnementaux, sociaux, donc climat, biodiversité, etc. Donc ça, c'est globalement pour la CSRD. Il y a 2 points importants dans la CSRD. C'est à la fois l'analyse de matérialité qui a la grande valeur ajoutée, une forte valeur ajoutée parce qu'elle vous permet de voir quels sont vos impacts et vos risques financiers en fonction des impacts. Et puis ensuite, ce qu'on appelle les ESRS. Alors c'est un nom compliqué pour dire tout simplement les sujets sur lesquels vous devez reporter. Donc globalement, si
dans votre analyse de matérialité, vous voyez que vous avez un impact et un risque fort sur la biodiversité, il faudra que vous reportiez sur la biodiversité. Sinon, ce n'est pas la peine. Le climat est obligatoire. Si vous n'avez pas de risque sur la circularité, vous ne reportez pas sur la circularité. Vous voyez, donc à chaque fois, l'analyse de matérialité vous permet cette vision holistique de votre entreprise et voir ce que vous devez dire. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le chapitre CSRD. Et comme je vous l'ai dit, à partir de 2025, c'est-à-dire en janvier 2026, devront reporter les entreprises qui ont soit plus de 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires ou un total de bilan de 25 millions. Cette année, c'est-à-dire à partir du janvier 2025, toutes les grandes entreprises qui sont habituées de toute façon à faire la DPEF vont reporter sur la CSRD. Le sujet aujourd'hui, c'était pas tant de vous raconter ce que c'est la CSRD, mais plutôt de discuter avec des acteurs pour voir comment on la prend et quelles sont les opportunités qu'elle peut représenter. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Maëlle et à Jules de venir nous voir. On va commencer par vous, Maëlle. Peut-être vous présenter rapidement et puis dire comment ça marche la RSE chez Leclerc, parce que Leclerc, c'est quand même spécifique. Il y a des indépendants, un groupe, etc. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique. Tout d'abord, je veux dire que j'étais très content d'être là, d'être avec vous. Et donc, donc, moi, je suis adhérent Leclerc, c'est-à-dire que je suis propriétaire d'un magasin à Granville. Et je m'occupe aussi de la RSE au sein de l'association des centres Leclerc. Et chez nous, la RSE, donc, on a un mouvement d'indépendants. Donc, chacun a son organisation et on se réunit en coopérative 3 jours par semaine, lundi, mardi à Paris. Et on échange sur différents sujets qui nous concernent. Concernant la RSE chez Leclerc, on a toujours été un mouvement engagé, de par son fondateur, bien évidemment, Édouard et Hélène Leclerc, mais aussi en la personne de Michel Édouard. On a porté différents combats sur le plastique, par exemple. Et voilà, donc un mouvement engagé et qui a toujours eu la volonté de porter des plans d'enseigne pour porter ces sujets RSE. Donc ça va du plastique, ça va de la déforestation, on va parler aussi du carbone, c'est un sujet qui est prégnant et qui touche tout le monde. Et l'organisation de la RSE est portée en plan par une association et on a différentes entités qui vont matérialiser ces plans et les déployer dans nos magasins avec l'appui de nos adhérents, nos collègues chefs d'entreprise. Mais est-ce qu'il est possible que les adhérents adhèrent ou adhèrent pas à ces plans, ou à partir du moment où on est adhérent Leclerc, on adhère aussi à ces plans? La réponse est qu'on est un mouvement de fond, c'est-à-dire on va agir collectivement, c'est la force du mouvement Leclerc. Après, on a chacun nos spécificités, on a chacun nos engagements locaux, on a chacun notre structuration d'entreprise, et donc l'application des différents plans va avoir une temporalité qui va varier en fonction des différents magasins. Mais globalement, on y va tous d'un seul homme. Alors, avant de vous demander comment est-ce que vous mettez en place la CSRD, j'aimerais savoir à chaud, là, si je vous dis qu'est-ce que vous en pensez, la CSRD, vous me répondez quoi? Alors, la CSRD, dans un premier temps, ça fait peur. On ne va pas se mentir, quand on vous annonce des indicateurs, plus de 1000 indicateurs, des normes dans tous les sens, ça peut être impressionnant. Après, concrètement, c'est une opportunité. Opportunité parce que on se remet en cause, ça nous permet d'avoir vraiment une image de son entreprise quand on fait l'analyse de double matérialité, de savoir quels sont nos impacts et les impacts financiers de ces sujets sur notre entreprise. Donc c'est une vraie opportunité qu'il faut saisir. Et nous, on s'est mis voilà, on a sonné le branle-bas de combat pour porter ce sujet. Et donc c'est une opportunité. Après, concrètement, et je pense que c'est ce que j'essaie de vous dire, dans la spécificité, l'indépendance de nos magasins. Pour ma part, moi j'ai un magasin, j'ai 400 salariés, je suis dans une petite ville, j'ai une structure assez importante, mais mettre en place une CSRD, ça nécessite des moyens qui sont importants pour une entreprise. Il faut former votre DAF, il faut former toute votre équipe administrative, qualité et RSE, et ça, c'est des coûts qui sont indirects et qu'il faut quand même maîtriser au sein d'une entreprise locale. Après, c'est pour ça aussi qu'on essaie de mutualiser, pour limiter un peu les coûts. Mais oui, réelle opportunité parce que ça permet de se bouger. Ça a été dit tout à l'heure, je pense on agit tous dans le même sens. Et en tant qu'entrepreneur local, on doit agir
pour améliorer notre impact et réduire notre impact environnemental. Alors, Jules, lui, il a peut-être une solution pour vous aider, je ne sais pas. Tu veux bien raconter un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là également. Merci pour l'invitation. Je suis Jules, donc je suis le fondateur de Sustainsoft. On est un sustainability software, autrement dit, en bon français, un logiciel de pilotage et de conformité RSE. Et effectivement, ce sur quoi on est extrêmement sollicité en ce moment, c'est comment est-ce que je me mets en conformité avec la CSRD. Plus spécifiquement, nous, on travaille avec quelques grands comptes, mais on aide surtout les PME et ETI, qui sont des entreprises qui découvrent vraiment ces sujets-là et qui font face effectivement à quelque chose qui leur fait très peur, qui s'appelle la CSRD. Et elles sont, on va dire, assez peu expérimentées, assez peu éduquées sur ces sujets-là. Donc il y a aussi tout un sujet d'évangélisation sur lesquels il faut les amener à réfléchir à ces sujets avant d'arriver vraiment dans la production concrète d'un rapport CSRD. Et donc, Sustainsoft, ça te permet justement de les accompagner là-dessus, c'est ça? Et toi, du coup, à chaud et fort des retours de tes clients, qu'est-ce que tu penses de la CSRD alors? Alors, je pense qu'il va y avoir deux visions différentes. Moi, il y a ma vision de la CSRD et la vision de nos clients, qui est un petit peu différente. Donc, moi, je suis un grand convaincu que la réglementation est l'unique manière de faire bouger, faire avancer les entreprises, à minima à court terme. Sur le long terme, évidemment, il y a l'éducation, la sensibilisation, l'évangélisation qui sont les thématiques essentielles pour faire changer les comportements. Mais à court terme, les entreprises ont besoin de cette réglementation pour avancer. Donc ça, c'est moi, mon opinion qui est très personnelle, qui n'est peut-être pas partagée par tout le monde. Pour les clients, et c'est là que je pense qu'on a aussi un petit effort à faire, pour les clients, là où ça a été particulier, c'est, je pense qu'il y a eu une communication qui a fait peur. C'est-à-dire, on dit, voilà, c'est jusqu'à 1200 data points à publier, personne ne comprend exactement ce qu'il faut faire, il y a des acronymes dans tous les sens. Et je pense que là-dessus, on peut faire mieux, c'est-à-dire essayer en fait de dédramatiser et de dire, ça paraît très compliqué, ça paraît très bruxellois, ça paraît très, il n'y a que des experts qui peuvent le faire. Et ça, je pense que voilà, s'il y a une chose à améliorer, c'est dans la communication qu'on peut avoir de la CSRD, la faire redescendre un petit peu, la faire atterrir sur terre et dire, en fait, voilà, c'est une réglementation comme il y en a plein. Et après, évidemment, aller plutôt vers comment est-ce que je me saisis de cette réglementation pour aller en déceler toutes les opportunités qui la contiennent. On est assez convaincus de ça aussi chez ISOT. D'ailleurs, on a réalisé un petit poster là, sur la CSRD que vous pourrez trouver sur BeBetter, qui a été fait avec justement BeBetter, où on essaye même de faire un dessin pour expliquer la CSRD. C'est un challenge, vous allez me dire si ça vous plaît. Pour en revenir à notre sujet chez Leclerc, moi j'aimerais bien savoir comment, donc vous dites que c'est un frein, mais comment est-ce que vous faites pour le contourner et comment est-ce que vous faites pour embarquer les magasins du coup? Parce que j'ai compris qu'il y avait le groupe qui accompagne les magasins. Donc comment est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet-là? Donc pour accompagner donc, le mouvement Leclerc, première étape c'est la sensibilisation. Bien évidemment, et je pense que Jules a parlé d'évangélisation. Alors, je ne suis pas un apôtre, mais voilà, la sensibilisation est une étape importante. Donc, on a formé des collaborateurs dans nos centrales régionales, parce qu'on est aussi regroupés en région. On a formé nos DAF et on est en train de les accompagner. Et on s'est fait accompagner par un cabinet de conseil qui a été vraiment une clé de voûte pour nous aussi nous former et bien sûr accompagner nos collaborateurs. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'on fait participer l'ensemble des entreprises du mouvement à des groupes de travail qui vont nous permettre de déterminer des outils et de mutualiser nos forces pour avoir une simplification de la CSRD. Je vais prendre un exemple concret. Quand on fait une analyse de double matérialité, c'est quelque chose qui est assez lourd. On sait qu'on a à peu près toutes nos centrales régionales et 300 magasins qui vont être concernés pour 2026. On s'est dit, l'analyse de double matérialité elle va être quasiment identique pour tous les magasins, à part pour certaines spécificités. Donc on a mutualisé cette analyse et on fait des groupes de travail pour emmener tout le monde. Vous avez fait une analyse globale Leclerc et vous faites adhérer les magasins, c'est ça? Non, on fait une analyse qui peut se déployer partout,
mais on n'est pas un groupe, on est vraiment des indépendants. Donc chacun va devoir déposer Vous leur donnez la méthode, quoi. Exactement. D'accord, ok. Et vous allez faire pareil pour la suite, j'imagine. Et on va continuer, que ce soit pour l'interrogation des parties prenantes et sur les différents sujets. Ouais. Et est-ce qu'il y a des magasins qui résistent, ou est-ce que rapidement ils comprennent l'intérêt, ou comment ça se passe? Alors, on ne résiste pas parce que chez Leclerc, on a un mouvement légaliste, c'est-à-dire qu'on respecte la loi. Et la loi et la transposition de la directive a été faite, donc voilà, on va appliquer la règle. Voilà. On est volontaire sur ce sujet. Et vous, Jules, comment est-ce que tu contournes justement les freins des entreprises sur ces sujets de CSRD? Alors pour moi, les freins, ils sont doubles. Il y a un frein qui est ce dont on parlait, c'est vraiment la mauvaise image dont bénéficie la CSRD. C'est vraiment vu comme une contrainte, et je pense que les médias en ont parlé vraiment de manière négative. Et ça, je pense que c'est un premier frein à surmonter, c'est-à-dire comment est-ce que on change l'image de la CSRD. Ça, c'est une première chose, et je pense que notre responsabilité, elle est collective là-dessus. Pas essayer de faire peur. L'idée, c'est plus de dire, vous inquiétez pas, on va y arriver tous ensemble, etc. Donc ça, c'est traduire les mots aussi, parce que matérialité, ça ne veut rien dire à personne, alors qu'en fait, c'est assez simple. C'est quels sont les enjeux qui sont pertinents par rapport à votre entreprise. Exactement, traduire toute cette idée de faire redescendre un petit peu les gens dans leur tour d'ivoire, et on adore les FRAG et les personnes qui ont construit ces réglementations, mais c'est vrai que ce sont des experts, et l'idée c'est de rendre tout ça, de vulgariser en réalité tout savoir. Donc ça, c'est le premier frein qu'on identifie. Et le deuxième frein qu'on identifie, et tu en as parlé aussi, c'est comment est-ce qu'on forme en interne les gens à la CSRD, et derrière, comment est-ce que c'est en réalité, moi je le vois beaucoup chez nos clients, la CSRD, c'est très souvent le premier projet groupe de l'entreprise. C'est-à-dire avant, il y avait la France et l'Allemagne qui ne s'étaient jamais parlé. Là, on arrive vraiment sur la première fois que deux entités se parlent, c'est dans le cadre de la CSRD. Et en fait, ça a des incidences sur la collaboration, la gouvernance. Parfois, il faut même revoir l'ensemble du contrôle de gestion tel qu'il est effectué dans l'entreprise pour pouvoir derrière aller collecter les données. Donc ça, c'est vraiment le deuxième sujet pour moi, c'est la formation en interne et le change management qui découle de cette CSRD. J'ai écouté l'autre fois une personne qui parlait de la CSRD, qui est directrice juridique chez Conto, et qui disait qu'en fait, le fait que la CSRD arrive, et la BPI dit la même chose aussi, c'est que ça fait remonter les sujets de RSE au plus haut niveau de l'entreprise, et qu'elle avait réussi à avoir des budgets qu'elle n'aurait pas eu par ailleurs concernant la RSE, parce que justement, il y avait cette obligation de CSRD et des investisseurs derrière qui s'y intéressent. Et donc, toi, tu dis que dans ton périmètre, tu as plutôt des PME, c'est ça, plutôt des entreprises. Donc, avec l'outil, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Oui, exactement. Et je rebondirais juste, avant de répondre à ta question, je rebondirais juste sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire il y a toujours une question de budget. Les départements RSE sont jusqu'alors très faiblement dotés. La CSRD a cet avantage, ce bénéfice de faire remonter justement la CSRD au niveau du comité exécutif. Et nous, on se bat pour dire que en fait, la CSRD ne doit pas être prise sur le budget RSE de l'entreprise, parce qu'en réalité, c'est un projet groupe, c'est un projet transformatif, stratégique pour l'entreprise, et du coup, ne doit pas, le budget RSE ne doit pas être dégrévé de la mise en conformité avec la CSRD. Donc ça, c'est un petit peu la première chose, parce que sinon, effectivement, il y a toutes les actions RSE qui sont mises en pause pendant 2 ans, et c'est pas ce qu'on veut. L'outil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 3 choses assez simples. Il va aller collecter la donnée qui est donc nécessaire dans le cadre de la CSRD, donc l'ensemble des données qui ont été identifiées comme matérielles. Donc on a développé plusieurs outils qui permettent d'aller collecter la donnée de manière plus ou moins automatisée dans l'ensemble des différents sites, business units, systèmes d'information des clients. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va permettre de centraliser et de rendre cette donnée visuelle, puisque le but de la CSRD, ça n'est pas que d'être une obligation de reporting, c'est également d'être un outil de pilotage. Donc, on offre un outil de pilotage aux entreprises. Et ensuite, évidemment, on permet aux entreprises donc, de communiquer, donc de faire notamment leur reporting, leur rapport dans le bon format, sans rentrer dans les détails techniques. Mais voilà, on permet aussi de publier le rapport dans le bon format tel qu'il est requis dans le cadre de la CSRD. Alors moi, j'ai encore plein de questions pour vous.
mais je me demande s'il n'y en a pas dans la salle, en fait, des questions pour vous. Parce que ce serait peut-être intéressant de répondre aux questions de la salle avant que le truc soit fini et vous puissiez plus les poser. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des questions particulières ou pas sur ce sujet de CSRD? Sinon, je continue avec les miennes. Hein. Tant pis pour vous. Moi, ce qui m'intéresse chez Leclerc, en fait, au-delà de la CSRD, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais que vous me donniez votre avis. Nous, chez ISOP, on imagine que la CSRD, c'est un moyen soit de faire une gap analysis d'une politique RSE qui a été mise en place, donc voir qu'est-ce qui manque pas grâce à l'analyse de matérialité, soit carrément de mettre en route la stratégie RSE, puisque la CSRD oblige toutes les fonctions de l'entreprise à s'intéresser au sujet, puisque chacun doit reporter. Donc, tant qu'à faire de reporter, autant les faire passer à l'action. Donc, nous, on voit ça comme ça. Est-ce que dans un magasin Leclerc, ça peut être vu comme ça ? La réponse est oui. Après, est-ce qu'il fallait attendre la CSRD pour que les magasins s'engagent sur ces sujets et que certains aient une politique RSE plus ou moins aboutie, développée? Je ne crois pas. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Je l'ai dit tout à l'heure, le législateur doit intervenir. Il est dans son rôle. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises sont déjà engagées. Et l'exemple de Blablacar, avec le sens que donnait son fondateur, est un bon exemple. Et je pense que beaucoup d'entreprises sont dans ce sens, agissent dans ce sens. Et beaucoup de jeunes entrepreneurs de start-up sont de cette même mentalité. Après, pour répondre à la question, la CSRD, oui, est un accélérateur, puisque le panel de standards est tellement important que ça oblige à un moment de se poser les bonnes questions et à prendre les décisions. Est-ce que je dois traiter ce sujet? Est-ce que je dois traiter ce standard ou pas? Donc forcément, ça va accélérer, ça va permettre une prise de conscience. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, on a déjà travaillé le sujet de la biodiversité, mais c'est vrai que ça a été un accélérateur. On travaille bien évidemment les questions sociétales, les questions sociales dans nos entreprises. Et chacun, ça va être aussi un accélérateur sur certains sujets. C'est quand même une ouverture d'esprit et ça permet de s'engager un peu plus et ça nous oblige à faire la photo et à la mettre à jour régulièrement. Et dans les PME qui sont tes clients? Alors évidemment, c'est même pas un accélérateur, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire passer la RSE de 0 à 1, puisqu'on partait vraiment de 0, c'était des entreprises qui étaient soumises à absolument rien. Donc évidemment, la CSRD a eu cet effet-là. Le but, en fait, c'est pas de les laisser au niveau 1, bien sûr. Le niveau conformité, il est intéressant dans une certaine mesure, mais le but, c'est d'aller au-delà, évidemment. Donc, et la CSRD porte ça en elle, hein, on le sait tous, mais voilà, le but, le message de la CSRD, c'est encore une fois, ça n'est qu'un moyen, il faut que vous en saisissiez pour en faire vous-même derrière un outil au service de la démultiplication de l'impact de votre société, etc. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la CSRD, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, vous pouvez avoir une amende si vous ne donnez pas votre rapport CSRD. Par contre, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Vous avez une obligation de moyens. C'est ça qui est intéressant. Et tant qu'à faire de mettre en place des moyens, autant avancer et progresser, puisque au final, comme les standards sont les mêmes pour tout le monde, ça va être aussi une façon pour les entreprises de se discerner des autres, de montrer quels sont leurs avantages. Par ailleurs, il y a quelque chose aussi que je souhaite préciser, c'est que je viens de vous dire que la CSRD, c'est pour les entreprises de 250 salariés, 50 millions de chiffre d'affaires, etc. En fait, la CSRD, c'est pour toutes les entreprises. Parce qu'il se trouve que dans la CSRD, vous avez un devoir de traçabilité. Et ce n'est pas vous, Maëlle, qui allez me dire le contraire. C'est-à-dire que vous devez demander à vos fournisseurs la traçabilité
de ce qu'ils vous fournissent. Donc eux-mêmes, ils vont avoir quelque part un écho de cette CSRD à mettre en place dans leurs entreprises. Pas de manière réglementaire, mais pour satisfaire leurs donneurs d'ordre. La BPI avec qui je discutais me disait d'ailleurs que la CSRD, ça va devenir clé pour les investisseurs. Avant, il y avait les différents types de critères ESG, chacun le faisait à sa façon. Là maintenant, ce sera la CSRD, donc ce sera, je dirais, l'étalon pour savoir dans quelle entreprise on a avantage à investir ou pas investir. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose que je veux dire, avant de vous redonner la parole quand même, c'est qu'on a beaucoup parlé des critères. Il y a 1180 data points à remplir sur la CSRD. Quand vous discutez avec des gens comme la BPI, qui est un établissement financier avec une mission publique et qui est internationale, donc qui a quand même un scope très très large, sur les 1180, elle en a 650. Donc il ne faut pas oublier qu'une PME, elle ne va pas reporter sur 1180. Est-ce que toi, tu as une idée, une moyenne des data points sur lesquels on peut reporter quand on est une PME, en moyenne, hein? Oui, alors il y a effectivement très très peu d'entreprises qui seront soumises à vraiment l'intégralité des 1178. Bon, c'est très faible, ce sera vraiment que des très grandes entreprises qui sont multi-activités. En gros, c'est les entreprises du CAC qui seront soumises à tout et pour qui tout sera identifié comme étant matériel. Pour une PME monoactivité qui a des activités localisées voilà, dans un seul pays, etc., on peut imaginer quelque chose comme peut-être, voilà, elle définit donc ses IRO, ses enjeux matériels, et ensuite peut-être que ça va se transposer en 4, peut-être 5 ESRS, que même sont décomposés en peut-être voilà, une quarantaine de disclosure requirements, et eux-mêmes en un certain nombre de data points. Alors ça peut varier entre à minima 100 et ça peut monter jusqu'à voilà, 600 comme tu le décris avec la BPI. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet exercice qui va devoir aller publier un certain nombre de data points. Et en fait, et ça rebondit sur le message que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, OK, on est soumis à ça, ça va nous prendre du temps, ça va nous prendre de l'argent, du budget, des ressources. Une fois qu'on sait que ça nous arrive, comment est-ce qu'on en fait un exercice qui est rentable pour nous? Si on le fait uniquement pour des raisons de reporting réglementaire, en réalité, on va vraiment se retrouver à prendre de l'argent et le dépenser comme ça. Donc, il y a cette contrainte qui arrive, et le but, c'est de se dire, OK, on fait un arbitrage maintenant, on doit dépenser cet argent, comment est-ce qu'on le dépense bien? Comment est-ce que ce qu'on fait là, dans le cadre de la réglementation, va nous servir à nous, entreprises? Et c'est un petit peu ça le message aussi qu'on veut faire passer, c'est comment est-ce qu'on décrypte les avantages pour nous, nos entreprises, comment est-ce que ça nous parlait, tout à l'heure Frédéric parlait des signaux, comment est-ce que ça nous permet de détecter des signaux sur le marché par exemple, auprès de nos prospects, de nos clients, comment est-ce que ça nous permet peut-être de nous départir d'un certain nombre, exactement, les collaborateurs, comment est-ce qu'on peut aller utiliser la CSRD pour sonder peut-être nos fournisseurs, sous-traitants de rang 1, 2, 3, nous rendre compte qu'il y a des problèmes dans notre chaîne de valeur. Bon, après, même s'il y a une autre directive qui sera beaucoup plus en charge de ça, mais c'est vraiment un outil dont il faut se saisir en se disant « Ok, j'y suis soumis, maintenant, comment est-ce que j'en tire le maximum pour moi ?» Et dans les magasins Leclerc, vous avez identifié le nombre de data points ou pas encore? Non, on n'a pas encore la liste exhaustive des différents data points. Après, on a, comme je disais tout à l'heure, on a identifié des sujets qui vont être un peu prépondérants. Biodiv, réduction d'empreintes, impact social. Donc pour l'instant, on est encore à l'étape, on est vraiment en anticipation. Hein. Comme je disais, nous, la plupart des magasins vont être concernés pour 2026. Donc on a encore du temps, on a encore du travail à faire, on a encore du travail à faire sur certaines entités comme nos coopératives régionales. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas donner la liste des data points. J'espère qu'elle sera assez faible. J'imagine. Moi, je reviendrai bien sur l'outil SustainSoft. En fait, on voit fleurir un nombre incroyable d'outils. Après, moi, j'ai un de mes clients qui me dit en fait, il suffirait d'avoir un tableau Excel. Il ne faut pas oublier que dans la CSRD, 30% des datas sont des chiffres et tout le reste sont des données qualitatives. Hein. C'est pas... c'est une charte de ci, c'est une politique de ça, etc. Comment est-ce qu'on choisit son outil? Alors, ça m'est difficile de te dire objectivement, parce que, mais
quand tu as conçu l'outil, j'imagine que tu as bien pensé à te dire qu'est-ce qu'on peut apporter de différent par rapport aux autres. Ouais, pour moi, quand on rédige son cahier des charges, et on est souvent sollicité un petit peu sur comment est-ce que je devrais rédiger mon cahier des charges pour aller choisir mon outil, au-delà du cahier des charges classique que n'importe quel acheteur met en œuvre pour acheter un outil digital sur la sécurité, la protection des données, et toutes ces choses classiques sur les accès utilisateurs. Pour ce qui est spécifique à la CSRD, moi, je leur dis toujours, faites attention à deux choses. La première, c'est l'expertise. Est-ce que c'est un outil qui était au début sur autre chose et qui s'est ensuite calé sur la CSRD? Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est un outil qui n'est pas nativement né sur ce cas d'usage, dont l'usage a été détourné et du coup qui va fonctionner de manière un petit peu détournée par rapport à son usage d'origine et avec effectivement des limitations très concrètement. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça va être la flexibilité. Dans quelle mesure est-ce que cet outil est flexible? En réalité, la CSRD, évidemment, il y a des normes. Mais la CSRD elle-même dit ces normes ne sont pas normatives. Alors, dans le sens où la CSRD dit notamment, dès lors que vous identifiez des sujets qui sont matériels pour votre entreprise, mais qui pour autant ne sont pas reflétés dans la bibliothèque donc de SRS, etc., vous êtes tenu de publier des informations, donc on va appeler entity spécifiques, c'est-à-dire que vous identifiez comme matériel pour vous et qui doivent du coup être publiés dans votre rapport de durabilité. L'outil doit permettre de venir créer ces nouveaux data points sur lesquels on doit venir reporter. Donc, c'est un exemple de la flexibilité. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui doivent avoir envie de créer des data points supplémentaires. Eh ben ouais, mais par exemple, on travaille avec des assureurs. Les assureurs, une majorité de la CSRD n'est pas applicable pour le métier de l'assurance, qui est un métier complexe de distribution, de risk management, d'investissement, etc. Et ils se retrouvent sur l'ensemble des data points qu'ils doivent publier, à avoir 40% de data points qui sont entity spécifiques. Donc, une grosse majorité de data points qu'ils ont dû créer eux-mêmes. Alors évidemment, ils n'ont pas été trop bêtes, ils se sont mis en collaboration avec d'autres assureurs pour s'assurer demain que les standards sectoriels donc, qui sont prévus pour 2026 repartent de ces data points qu'ils auront identifiés ensemble. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ne sont pas prévus dans la CSRD aujourd'hui, puisque on est encore une fois que sur le premier set de ces normes, qui sont donc les normes génériques. Très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je me retourne vers vous une fois de plus pour savoir si vous aviez des questions. Ah, monsieur a une question. Donc, bon, là, je vais sortir de la CSRD parce qu'au final, la CSRD, c'est sans doute un moyen. Et la vraie question, c'est comment on met en place des plans d'action, comment on les finance. Déjà, il faut avoir la volonté de le faire et il faut aller trouver les financements. Il faut se poser la question si ce plan, cette stratégie qu'on va mettre en place sur le plastique est compatible avec son activité. Quel est le coût pour une entreprise? Parce que la réalité, et je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'une entreprise, elle est là pour avoir un sens, et je pense que le fondateur de Blablacar l'a dit, mais elle est là aussi pour gagner de l'argent. Parce que quand vous avez une entreprise, vous avez des salariés que vous devez payer, et une entreprise qui ne gagne pas d'argent, ça s'appelle une association, et ça vit parfois de subventions. Et nous, on ne vit pas de subventions. Donc il faut trouver le bon rapport et mettre en place cette stratégie. Après, c'est comme tout projet, hein. C'est un plan, on détermine des plans d'action, on priorise, on va chercher des financements et on les applique dans son magasin. Mais pour moi, il ne faut pas oublier que voilà, on est avant tout des businessmen, des chefs d'entreprise. Donc voilà, il faut trouver vraiment le point qui permet de réaliser son business tout en appliquant, en matérialisant son plan RSE, que ce soit la réduction plastique ou la réduction carbone. Je pense que c'est intéressant ce que disait Jules tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, il faut le faire et de toute façon, vous allez investir de l'argent là-dessus.
En le faisant, par exemple, quand vous faites votre analyse de matérialité, vous allez, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, réaliser quels sont vos vrais enjeux. Du coup, ça vous donne des priorisations. Ça vous permet de prioriser vos sujets. Et une fois que vous avez vu que la biodiversité, c'est un de vos vrais enjeux, l'avantage de la CSRD, c'est que ça vous donne tous les critères qui vous permettent quelque part d'améliorer votre empreinte en termes de biodiversité. Donc, c'est de cette manière-là qu'on passe de la CSRD aussi à une vraie stratégie. Je peux rajouter juste une chose, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être fondamental et qu'on n'a pas trop parlé là, c'est que on a un intérêt aussi en termes de business, c'est que la CSRD, ça permet de déployer sa marque commerciale, mais aussi sa marque employeur. Et c'est un atout tout de même qui permet vraiment de valoriser son entreprise sur différents aspects. Donc c'est en ça aussi que c'est une opportunité. C'est aussi en ça que les entreprises investissent dans ces sujets. Alors, comme on a fini, je vais juste vous demander le mot de la fin à tous les deux. Le mot de la fin. Ok, si tu l'as en tête, ça me permet de me laisser 5 secondes pour chercher. Ok, ça marche. Le mot de la fin, tout d'abord, merci. Merci pour cet échange. Je dirais qu'il faut anticiper. L'anticipation est clé sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est quand même lourd. Donc il faut anticiper. Et la deuxième chose, et je pense que vous allez être contente que je dise ça, c'est qu'il faut être accompagné. Si on veut le faire voilà, sérieusement. surtout par nous, en fait. Voilà. Alors je ne fais pas de la pub pour votre cabinet, mais je vais vous laisser le faire, ou te laisser le faire. Je pense qu'il faut être accompagné par des vrais experts parce qu'on ne s'improvise pas spécialiste de la CSRD. On ne peut pas former des équipes qui ne sont pas dans ce métier du jour au lendemain. Et tu as parlé d'expertise par rapport au logiciel. Et voilà, il faut vraiment être accompagné. Donc, anticipation et pour moi, accompagnement. Et bien évidemment, engagement, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. J'ai trouvé. Je dirais dédramatiser, parce que voilà, on en fait tout un foin, toujours avec cette image un peu négative dont souffre la CSRD. Et l'idée, c'est de dédramatiser, de dire voilà, c'est juste une réglementation comme une autre, on s'en saisit, on n'est pas plus bête qu'un autre, on va arriver à la comprendre et à en tirer le meilleur. Donc voilà, je dirais dédramatiser, ne pas se laisser envahir par le flot d'anxiété, de crainte. Arrêtez de lire les posts sur LinkedIn, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment c'est la foire à la complexité. Merci à tous les deux. Je vous remercie parce que je sais que vous avez bien d'autres choses à faire et c'est cool que vous soyez venus témoigner. Et puis merci à vous qui étiez là. J'espère qu'on vous aura apporté un éclairage. Et encore une fois, Be Better distribue ce petit poster gratuitement pour que vous simplifiez la CSRD. Et puis, je laisse la place au suivant.
Thomas. Donc en fait, là, est-ce que... Ah,